Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce troisième webinaire de la semaine Folly Days. Je me présente, je m'appelle Alexandre et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver. Premier webinaire que j'anime cette année pour moi, donc je vous souhaite mes meilleurs vœux à tous ceux que je n'aurais pas déjà vus. Et aujourd'hui du coup on va être sur un webinaire Folly Days autour d'une thématique, donc les secrets d'un site performant et irrésistible en 2025. Bonjour tout le monde, merci, je vois que vous vous connectez, super. Aujourd'hui on a pas mal de participants, un gros webinaire à venir. Et pour parler justement de ce thème et de cette thématique très importante, je serai accompagné de deux personnes, Maxence Gendard de Osmino et Capucine de la Miocherie. Salut tous les deux, comment allez-vous? Vas-y Hello, Capucine, écoute, je te ça va laisse. très bien. Ça va très bien, je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec Eh ben, vous. eh Et ben, puis moi, merci, merci. ça va très bien aussi. Bonjour à tous les deux, et puis meilleurs vœux à tous les participants. Eh ben, merci beaucoup. Maxence, vous l'avez peut-être déjà vu en webinaire avec nous. Alors, je vous laisserai tous les deux quelques secondes quelques minutes pour vous présenter et vous expliquer votre parcours. Donc, Maxence, vous l'avez peut-être vu en webinaire ou en atelier. Capucine, c'est la toute première fois. Et je vais le dire à sa place parce que peut-être qu'elle aura la modestie, en tout cas, de ne pas le dire, mais elle a été gagnante de notre concours Folly Web Awards dans la catégorie artisan commerçant. Donc, félicitations, Capucine. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux ou dans nos différentes communications. Et aujourd'hui, elle viendra nous parler justement, elle vous expliquera mieux que moi, mais toute son activité autour de la miocherie et également son site internet. Donc voilà, j'en dis pas plus, je vous laisserai la main pour vous présenter. Pendant que tout le monde est en train de se connecter, vous avez les Folly Days. Vous savez, les Folly Days, c'est une semaine d'événements. Hop, je vous mets dans le lien, dans le chat, le lien des autres événements de la semaine qui viennent. On s'est dit en début d'année, on va commencer l'année du pied au plancher et on a créé cet événement Folly Days. C'est la 3e édition. Vous avez 5 webinaires exclusifs tout au long de la semaine et vous pouvez encore vous inscrire sur l'événement de demain et vendredi. Vous avez le programme sur notre site web et sur la slide qui apparaît à l'écran. Les Folies Web, pour ceux qui ne connaissent pas qui on est une entreprise avec un objectif, c'est de vous aider à réussir avec Internet, à réussir sur Internet, pardon. Et on organise des événements gratuits à destination des petites entreprises et avec une mission particulière, c'est de vous aider à prendre du recul vis-à-vis de toutes les opportunités qui sont offertes sur l'univers du numérique. On organise des événements à la fois en présentiel sous forme d'ateliers. Donc, vous pouvez aller sur notre site internet et vous pourrez retrouver sûrement des ateliers en présentiel près de chez vous ou alors des webinaires tout au long de l'année. Pareil, je vous mets dans le chat le lien vers notre site internet, des webinaires gratuits et des ateliers bien évidemment gratuits tout au long de l'année. Comment on fait pour justement rendre ces événements gratuits? On a deux partenaires qui nous aident à faire tout ça. Le premier, c'est le .fr, c'est l'extension internet française qui est gérée par l'AFNIC, qui est une association à but non lucratif. Et sa mission, elle est un petit peu similaire à la nôtre, on va dire, c'est de vous aider à chaque étape de votre présence en ligne grâce à un programme notamment qui s'appelle Réussir en .fr, qui va vous aider par exemple à choisir votre nom de domaine, à avoir un site web impactant pour améliorer votre visite en ligne. Et sur Réussir en .fr, du coup, qui est le programme qui nous accompagne, vous avez des ressources qui vont vous aider à faire le bon choix. Vous avez un autodiagnostic justement gratuit qui est là pour vous. Je vous le partage dans le chat. Vous avez la ressourcerie FoliWeb. Vous pouvez la garder de côté et vous pourrez la reprendre par la suite. Je vois que certains disent que le son n'est pas exceptionnel. Si c'est le cas pour plusieurs, dites-le moi. Sinon, Vanessa, vous pouvez essayer de peut-être rafraîchir la page, voir si c'est spécifique. Donc voilà, je vous mets dans le chat le lien de la ressourcerie FoliWeb. Et notre deuxième partenaire, c'est NeoCamino, qui est une agence de communication et de marketing avec un objectif, c'est de vous accompagner au développement pour aider les petites entreprises à réussir durablement avec le numérique. Et sa mission, je viens de vous le dire, c'est de vous accompagner dans la construction de votre plan d'action, à la fois d'un point de vue stratégique, mais également d'un point de vue vraiment d'action concrète, très opérationnelle, comme par exemple site internet, gestion de votre CRM, etc. Et étant donné que vous faites un webinaire FoliWeb aujourd'hui, vous verrez à la fin du webinaire, je vous partagerai une enquête de satisfaction. Vous pourrez avoir un échange gratuit avec eux pendant 30 minutes. Voilà. Et important de préciser également, ce webinaire est également organisé dans le cadre d'un appel à projet financé par le gouvernement dans le cadre du plan France Relance et à l'initiative de
Transnum et de BPI France en partenariat avec Serre France, qui est un réseau national de cabinets d'experts comptables. Voilà, j'ai fini la présentation des Folies Web et des Folies Days. Je vois qu'on a eu un peu plus d'inscrits en attendant. Pour rappel du contexte du webinaire, donc vous avez la possibilité dans le chat d'interagir. N'hésitez pas à vous présenter très brièvement, à nous dire par exemple qui vous êtes, partager par exemple le lien de votre LinkedIn ou de site internet, vous voulez faire un peu de réseau, n'hésitez pas. Vous avez l'onglet questions, très important, l'onglet questions, il vous permet, comme son nom l'indique, de poser vos questions. N'hésitez pas à l'utiliser plus que le chat, comme ça à la fin du webinaire, on prendra toutes les questions qui ont été posées et vous avez la possibilité dans l'onglet questions de voter également pour une question. Si vous avez une question que vous trouvez intéressante, pertinente ou qui se rapproche très proche d'une de vos questions, n'hésitez pas à voter pour elle, comme ça on les traitera selon l'ordre de vote. Vous aurez accès au replay directement avec le même lien de connexion dès la fin du webinaire, donc vous pourrez le regarder de manière continue dès la fin du webinaire. Et important aussi, vous pourrez recevoir le support de présentation. On a eu quelques couacs en termes d'envoi, je crois, ces derniers temps, donc on s'excuse, on a corrigé ça. Vous devriez le recevoir, le questionnaire, vous le recevez quoi qu'il arrive. Des fois, ça prend un peu plus de temps, mais vous recevez dans les 24 heures le support de présentation avec le questionnaire de satisfaction. Aujourd'hui, on sera plus sur un mode table ronde. Donc, vous verrez, je poserai des questions à Maxence Capucine. Je regarderai aussi par rapport au chat ce que vous nous dites. Il y a quand même des slides de présentation qui vous permettront d'avoir un récap de l'ensemble. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un peu plus une table ronde sur un sujet complètement nouveau, justement, créer les secrets d'un site web performant et irrésistible en 2025. Et du coup, sans transition, on va rentrer dans le vif du sujet. Justement, du coup, d'un site internet performant en 2025, et on parle souvent de tendance UX/UI. Alors, petite explication pour ceux qui ne l'ont pas, l'UX/UI, c'est l'user experience et l'interface utilisateur, user interface. Et du coup, première question que je vais poser, alors très générique, je te la pose à Capucine, Maxence, n'hésite pas à réagir aussi. Question très générique, pourquoi toi, avec ton activité La Miocherie, qui est un alors, zut, je me suis complètement loupé. Parce que moi, j'ai tellement l'habitude, je vous connais, mais est-ce que vous pouvez juste avant, vous présenter? Je te donne la main, Capucine, justement, après on passe aux questions. Mais est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire ce que vous faites, qui vous êtes, etc. Mes excuses. Vas-y, Capucine, je t'en prie. Oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis Capucine. J'ai 2 enfants, un chien et depuis 3 ans, une boutique de jeux et jouets dans le 15e avec mon cher et tendre Tony. Cette boutique s'appelle La Miocherie. C'est une boutique qui est en vrai, donc dans le 15e et en ligne. Et c'est une boutique qui vend des jeux et des jouets fabriqués en France principalement et qu'on ne trouve pas en France, en Europe. Donc voilà, et depuis plus d'1 an, le site est devenu un vrai relais de croissance en fait de notre boutique physique. Et je redis que je suis ravie d'être avec vous, d'autant plus que j'ai fait plein de webinaires Folie Web de l'autre côté de l'écran. Donc voilà, voilà, je suis ravie d'être là. Donc aujourd'hui, ouais, t'es pas juste participante, tu es du coup intervenante, donc tu es passée de l'autre côté de la barrière, donc bravo. Trop cool de t'avoir avec nous. Merci. On a perdu l'image de Capucine. Je pense que tu nous entends toujours, mais on ne te voit plus trop. Le son est un peu saccadé. Donc voilà, juste pour info. Et du coup, Maxence, vas-y, je te passe la main pour te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Maxence Gendard, moi je suis basé à Lyon. Je suis chef de projet web en freelance. Donc ma structure s'appelle Osmino. Et je fais deux activités principales. La première, c'est la création de sites internet. Donc j'accompagne les porteurs de projets, les TPE, les PME dans le développement en fait de leur activité sur internet. Et donc pour ça, donc je crée leur site vitrine pour exposer des services, ou je peux aussi créer leur site marchand si jamais ils ont des besoins de vendre en ligne. Donc ça, c'est la première chose que je fais. La deuxième, c'est je fais du référencement naturel. Donc en fait, je fais en sorte que les sites internet de mes clients soient bien positionnés dans Google pour que justement, quand des internautes qui ne vous connaissent pas tapent des mots-clés dans Google, ce soit votre site internet qui ressorte en premier dans Google et du coup qui vous permettent de générer du business. Donc ça, c'est mon activité principale. Donc je donne aussi des cours auprès de masters dans des écoles de commerce à Lyon. Et enfin, je suis intervenant en Folie Web depuis 2 ans, je crois à peu près, 2 ans et demi peut-être. Oui, et donc je donne ateliers et webinaires, donc ateliers en présentiel sur Lyon et webinaires
sur différentes thématiques du web. Ok, bon bah comme vous l'avez entendu, assez expert au niveau du numérique et du site internet, donc parfait, parfait pour le webinaire. Ok, merci Maxence. Vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs en webinaire et en atelier, comme il a dit, ça fait plus de 2 ans qu'il est parmi nous. Alors je vois aussi que certains m'ont dit que le son était pas bon. Maxence, mon son est pas top ou pas? Sinon je passe sans le casque. Ça grésille, non? Ah là je t'entends plus, t'as plus le son toi. Exact. Je disais ça grésille un peu, mais c'est pas, ça va. C'est pas ok. Et ben je pose la question, après je switch. Ok, ben on va commencer. Première question pour Capucine justement. Une question très générique. C'est toi du coup en tant que, on va dire, commerçante, pourquoi tu as créé un site internet et surtout comment tu as fait toi pour créer ce site internet qui respecte, on va dire, les principaux codes d'un bon site marchand, alors qu'à la base c'est pas ton activité, que toi t'es plutôt, on va dire, t'es un peu entrepreneur dans l'âme. Ouais, en fait, à la base, le site de la boutique, c'était un site vitrine. Donc, c'était pas forcément un site e-commerce. Et du coup, donc j'ai commencé par un site vitrine et après, on est passé à un site e-commerce. Et je l'ai fait en fait en suivant un peu les standards techniques, les standards d'un bon site, on va dire, performant, donc de façon assez scolaire. Ok, très bien, très bien. Et du coup, en faisant ce site, est-ce que c'est toi qui l'as fait? Est-ce que tu es passé par quelqu'un? Comment tu as fait? Ouais, alors en fait, c'est moi qui ai fait le site. Je suis passée par une plateforme, par un CMS en fait. Nous, on a le site sur Shopify et donc je l'ai créé moi-même, mais en suivant bien sûr un template déjà proposé par la plateforme et que j'ai essayé avec l'expérience de toucher le moins possible, en tout cas sur la structure. Ok. Ça, on y reviendra un peu après, mais ok, ça c'est intéressant à savoir. Et tu as choisi justement un .fr, enfin c'est la miocherie.fr et pas un .com. Pourquoi par exemple? Alors déjà parce que nous, on fait du jouet made in France, donc le .fr, c'était vraiment une évidence sur l'extension. Nos clients sont majoritairement en France et il y a vraiment un gage de confiance, je trouve, qui est associé au .fr, notamment sur notre typologie de clients. Ouais, exactement, ok. Très bien. Et est-ce que sur ta boutique en ligne, justement, tu as fait des optimisations, on parle là du X et du Y, et tu as pu voir justement un impact sur la satisfaction de tes clients? Par exemple, ce que tu as mis en place. Oui. Oui, excuse-moi, tu me disais. Ouais, je disais par rapport justement à ta boutique en ligne, quand tu l'as mise en place, est-ce que tu as fait justement des optimisations en UX, en UI, et dont tu as remarqué par exemple qu'il y avait un impact directement sur tes ventes, sur la satisfaction? Est-ce que tu as des exemples comme ça à nous partager? Oui, au début, justement, je pense que je m'étais un petit peu perdue là sur le template du site. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis en premier, vraiment, pour être le plus lisible, notre démarche. Nous, en fait, notre baseline, c'est le Made in France cool et abordable. Donc, on l'a mis en fait direct d'entrée de jeu, donc pour vraiment identifier ce qu'on fait et quel est notre site. Enfin, quel est l'objet du site. Après, on a placé nos meilleures ventes et on a fait un espèce de cheminement logique sur la page d'accueil qui va de la naissance vers l'adulte. Donc, essayer de faire quelque chose de très logique et très fluide. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur la partie mobile du site, en fait. Parce que, en fait, je me suis rendu compte très rapidement avec nos stats que notre site était essentiellement consulté depuis des mobiles. Donc typiquement, quand je travaille sur le site, je travaille d'abord en vision mobile et après, je regarde ce que ça donne en vision web. Ok. Et tu nous avais et après, oui. Pardon, tu m'avais partagé justement en amont le pourcentage de visiteurs sur mobile sur ton site, c'est combien? Si tu peux nous le dire. Oui, alors je m'étais un petit peu emballée quand je te l'avais partagé en amont parce que c'était les statistiques du jour. Mais nous, on a quand même 85% des visites qui sont faites depuis un mobile. Ok. Oui, donc c'est énorme. Donc, d'où l'intérêt de le faire là-dessus et du coup d'adapter, on va dire, sa stratégie ou en tout cas son design par rapport à ce que les gens vont voir sur mobile plus que sur ordinateur. Ok, très bien, très clair, très clair. Et Maxence, un petit truc à rajouter ou sur ce que tu entends, non? Okay. Non, rien de plus à rajouter. Je vais y venir aussi quand on va discuter un petit peu des tendances, mais ça va faire une très bonne transition d'ailleurs. Parce que justement, l'objectif du jour, c'est aussi de parler des tendances de 2025. Alors, bon, on va pas
on va essayer de les deviner, on va vous dire aussi ce qu'on a pu percevoir, etc. Mais on parle souvent, et comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur le support de présentation, n'oubliez pas de bien commencer par vos objectifs et vos besoins. Capucine l'a dit à un moment donné, voilà, de bien, n'oubliez pas quel est l'objectif de votre site internet, de voir si plutôt site vitrine, site boutique marchande, etc. et de travailler ces messages, etc. Et en termes justement de tendance à venir, une fois qu'on a fait tout ce travail, on va dire, d'objectifs, on a fait cette vraie introspection sur son activité, si on devait les résumer, si on devait dire les 3 tendances UX, UI en 2025, qu'une petite entreprise, on va toujours rester dans ce spectre d'entrepreneurs où vous n'avez pas une équipe de 10 personnes avec vous. On n'est pas non plus aussi, on ne s'adresse pas forcément à des développeurs, des webmasters. Maxence, toi, tu dirais quoi? Quelles sont les 3 tendances, ou plus même d'ailleurs, qu'une petite entreprise ne peut pas ignorer avec l'année à venir et on va dire, sur les best practices? Bah là, je vais justement faire une très bonne transition avec ce que disait Capucine, où quand elle évoquait le trafic sur le site internet depuis la version mobile. C'est vrai que maintenant, de plus en plus, avant, quand on crée un site internet, on le crée pour un ordinateur et on l'adaptait ensuite à la version mobile. Là, maintenant, c'est en train de s'inverser en fait. On constate qu'il y a de plus en plus de trafic sur mobile plutôt que sur ordinateur. Donc, c'est pour ça que la première recommandation que je pourrais donner, c'est dans un premier temps de travailler d'abord sur la version mobile et ensuite de l'adapter sur la version ordinateur. Et en fait, en faisant ça, on va le schéma et la manière de construction du site web va être inversé. Et du coup, ça sera forcément plus optimisé. Ça, c'est la première recommandation que je peux faire. Donc, vraiment faire un focus sur la version mobile et la version tablette de son site internet. Et après, l'adapter sur la version ordinateur. En deuxième recommandation que je pourrais faire, c'est d'opter vraiment pour un design qui soit le plus minimaliste et le plus intuitif possible, où là on va vraiment mettre en place, faire en sorte que le site internet soit le plus lisible possible, qu'on ait accès à toutes les informations le plus rapidement possible, parce qu'il faut savoir que l'internaute il est de plus en plus volatile, et que si jamais il arrive sur votre site internet, c'est compliqué pour trouver des informations, etc. Il risque de partir très vite, et ça du coup c'est des clients potentiels que vous pouvez louper. Donc je vais vous prendre un exemple. Si c'est mon cas perso, quand je vais sur le site d'un restaurant par exemple, et que c'est la croix et la bannière pour trouver le menu ou pour réserver, je pars direct du site, je cherche même pas à aller plus loin. Pour moi, c'est vraiment le truc vraiment le plus important. Voilà, tu arrives sur le site d'un restaurant, la moindre des choses, c'est que le menu il soit très facilement cliquable, tu puisses savoir, entrée, plat, dessert, combien ça coûte, etc. Et après, si tu veux réserver, ce soit très facile, très facile. Si c'est trop compliqué, je cherche pas de temps, j'ai autre chose à faire que de faire une chasse au trésor pour trouver tout ça. Donc je pars et je vais voir ailleurs. Donc vraiment, deuxième recommandation, de se focaliser sur un design minimaliste et intuitif, et vraiment faire en sorte que toutes les informations que vous voulez communiquer soient facilement accessibles. Et la troisième tendance que je pourrais utiliser, souvent sur un site internet, on va utiliser ce qu'on appelle des call to action, donc des CTA. Vous savez, c'est ces boutons-là où vous avez par exemple en savoir plus sur la page, etc. Vous cliquez dessus et vous avez derrière une action qui se passe. Les CTA, c'est un excellent moyen pour justement créer de l'interaction sur son site internet. Mais si on veut aller plus loin, il y a quelque chose qui est en train de se développer, c'est ce qu'on appelle les CTV. C'est en fait ça s'appelle un call to value. Les deux, en fait, ils ont la même utilité, mais en fait, lui, le call to value, il va plutôt fournir en fait une proposition de valeur en plus dans l'action à poser. Donc ça peut faire la différence entre une action qui va être immédiate ou non, comme par exemple acheter ou ne pas acheter. Donc en fait, les call to action, donc de base, ils sont de type ce qu'on appelle transactionnel. Eux, les call to value, ils sont plutôt incitatifs. On va plutôt miser sur l'émotion de la personne, parce qu'en fait, on veut toucher une corde sensible pour en fait établir un lien entre le consommateur et le bénéfice de l'action. Et en fait, cet incitatif, il est d'ailleurs beaucoup plus doux, on pourrait dire, qu'un call to action, parce qu'en fait,
on ne va pas utiliser de verbe à l'impératif. En fait, on va favoriser donc la première personne, donc je, pour rejoindre la personne qui dit et qu'elle se sente interpellée. Donc, exemple très simple, vous avez sur la page de vos services, voilà, vous avez 3 services, vous allez créer une page spécifique pour chaque service. Au lieu de mettre juste un call to action avec en savoir plus, qui n'est pas très original, etc., et ben vous pouvez mettre j'en apprends plus sur tel sujet, tel sujet. Ça permet vraiment d'ajouter, en plus de l'action derrière, d'ajouter une valeur au clic. Et de donner l'impression à la personne de s'adresser directement à lui. Hein. Je m'inscris, je télécharge, pour que ce soit vraiment de l'action. Ouais. Très bonne idée. Ouais. Ok. Et on est d'accord, tout ce que tu racontes là, c'est à la fois pour du site marchand ou du site non marchand. Absolument, ouais. Ok. Parce qu'on peut très bien, même si on n'a pas de site marchand ou on n'a rien à vendre, on peut en effet avoir une proposition de valeur supplémentaire. Je souhaite être appelé, je souhaite être contacté, etc. Ouais. Ok. Parce qu'on a une personne dans le chat qui nous avait demandé si on ferait, si c'était que au niveau de la boutique marchande. Non, on parle vraiment de. Là, c'est de la tendance, c'est près d'un site performant, mais sur tous les usages. Je vois que Benoît dans le chat nous dit aussi, ça fait longtemps que l'usage du mobile a dépassé celui du post-PC. Oui et non. Par exemple, nous, au FoliWeb, alors c'est toujours important de regarder vos stats, justement, ce qu'on disait, parce que certaines activités, moi, avant, je travaillais dans une autre entreprise B2B où, justement, le mobile, c'était beaucoup moins utilisé que le PC. Donc, il y a certaines activités, notamment celles en B2B, et même les FoliWeb d'ailleurs, même si on n'est pas B2B, quand je regarde nos stats, on s'aperçoit qu'on a quand même beaucoup de personnes qui utilisent en version PC, notamment sur le fait de webinaire. Donc, regardez quand même vos stats avant de décider vraiment de privilégier l'une ou l'autre des solutions. Mais en effet, le mobile, quand même, en majeure partie du temps, et en tout cas, à pas négliger. Okay. Je ne connaissais pas CTV. Très cool de le savoir. Parfait. Et, si je peux me permettre, Alexandre, de rebondir sur ce que disait Maxence aussi, sur le fait de trouver très vite ce dont on a besoin. Nous, il y a un truc qui nous a beaucoup aidé, c'était le champ de recherche, en fait, qui est assez performant sur le site et qui va aller chercher et dans les produits, et dans les articles de blog, et dans les catégories. Et aussi, nous, typiquement, on vend du cadeau pour toute la famille, donc on a mis en place un filtre par âge. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est très apprécié des clients et qui va nous aider à convertir. Donc, c'est vrai que se mettre à la place du client et se dire comment il va trouver très vite l'information qu'il est venu chercher ou dont il n'a pas encore forcément idée, c'est vraiment important, quoi. Ouais, c'est vrai. On dit que c'est une règle, d'ailleurs, je ne sais plus si c'est 3 clics ou 5 clics, mais il faut trouver l'info qu'on cherche le plus rapidement possible. Donc, proposer une navigation fluide ou des outils qui vont permettre d'accéder directement à l'info directement. Ok, très intéressant. Ok, on s'était défini aussi une deuxième partie, c'est de vous parler aussi d'outils pratiques pour justement optimiser la rapidité, la sécurité bien évidemment, et le référencement de votre site internet. Parce que bien évidemment, au-delà d'avoir un site bien organisé, bien structuré dans les normes UX, UI, c'est important aussi qu'il soit effectif pour justement les moteurs de recherche, notamment Google. Quand on parle de référencement, on parle de SEO pour le terme. Et Maxence, justement, encore une petite question. Qu'est-ce que pour toi, c'est un bon référencement quand on se lance? Et est-ce que c'est utile de le travailler dès le début? Parce que parfois, des fois, on se dit, non, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens. Est-ce que, justement, qu'est-ce que tu nous conseilles là-dessus? Alors déjà, je vais redéfinir très rapidement le référencement naturel. Donc on distingue deux types de référencement. On a le référencement naturel et le référencement payant. Le référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO, c'est le fait de trouver naturellement des sites internet sur Google. Donc vous allez taper des mots-clés dans Google, vous allez avoir des résultats naturels. Là, ce sont des sites internet qui ont réussi à se positionner sur ces mots-clés-là de manière gratuite. Le référencement payant, vous savez, quand vous tapez un mot-clé dans Google, vous avez les annonces sponsorisées qui apparaissent avant les annonces naturelles. Et en fait, donc là, le référencement payant, ce sont des entreprises qui ont payé Google pour apparaître sur tel ou tel mot-clé. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut savoir deux choses. Le référencement payant, c'est immédiat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous achetez vos mots-clés pour être positionné dessus, sous 24, 48, 72 heures, vous pouvez être positionné sur Google dans les référencements payants.
En revanche, le référencement naturel, c'est gratuit. Et là, par contre, ça prend du temps. Donc, avant d'être positionné sur votre ou vos mots-clés, ça peut prendre en général plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, souvent, il y a des clients qui me disent, quand je mets en ligne un site internet, je comprends. Ils m'envoient un message 2-3 jours après, je ne comprends pas. Le site est en ligne. Quand je le tape dans Google, je ne trouve pas mon site. Je leur explique que c'est normal parce qu'en fait, Google, il faut lui laisser le temps de scanner votre site internet, de voir si c'est conforme à ses directives. Et si c'est le cas, et après d'indexer toutes vos pages, donc dire OK, telle page, je la rends visible, etc., etc. Donc maintenant qu'on a dit ça, c'est super important vraiment de travailler le référencement naturel en même temps que la création de son site internet, parce que comme du coup ça prend du temps, si imaginez vous mettez en ligne là aujourd'hui un site le 8 janvier, vous n'avez pas travaillé votre référencement naturel, puis vous dites bon je le ferai dans 6 mois, je travaillerai dessus l'été en juillet août par exemple, ça va redécaler en fait on va dire le fait que vous soyez visible dans Google. Donc c'est pour ça que moi, ce que je fais quand j'accompagne mes clients, c'est vraiment le référencement naturel. On le bosse au tout début, en même temps que la création du site internet. Comme ça, quand il est en ligne, déjà, on peut, au moins tout ça c'est fait. Et après, ce que vous pouvez aussi faire, c'est de le travailler dans un premier temps, quitte à même à revenir dessus plusieurs fois par la suite, mais à minima qu'il y ait un certain travail au début pour justement éviter, éviter en fait de tout avoir à faire à la fin et que surtout vous soyez un petit peu, vous mettiez beaucoup plus de temps à être visible dans Google. Donc ça vraiment, je recommande systématiquement de le faire au début du lancement du site. Ouais, je confirme Maxence, parce que pour le coup, ma première version du site, elle était pas du tout, j'avais pas du tout même réfléchi au référencement. Et en fait, ma deuxième version, c'était pas une deuxième version, c'était un deuxième site parce qu'il a fallu effectivement le rebosser du début parce que sinon le travail, il était juste titanesque, quoi. Donc, et dans la structure et dans les descriptions. Et donc, effectivement, c'est bien de commencer peut-être en réfléchissant tout petit et petit à petit monter en puissance, mais de commencer dès le début cette réflexion. Ouais. Ouais. Et ça t'a pris du temps, Capucine, justement, de faire ce travail de référencement? Oui. Et tu as des routines d'ailleurs, on va dire par semaine, par mois? Alors, tu fais pas que ça, bien sûr, mais est-ce que tu réussis à t'y tenir? Alors nous, très clairement, c'était dantesque le référencement parce que on a commencé en fait sur un site vitrine, donc on a copié-collé les descriptions des fournisseurs. Enfin, on a fait tout ce qu'il fallait pas faire en fait en SEO, on l'a fait. Et donc du coup, ça nous a pris beaucoup de temps de repartir sur de bonnes bases. Maintenant que ça roule, et effectivement, moi je vais avoir mes articles de blog. Les réseaux sociaux, les descriptions d'articles, checker les photos, les renouveler, mettre à jour le site pour qu'il ait l'air vivant. Par exemple, là, on passe en 2025, mes 2024 disparaissent et ça passe en 2025. Enfin, plein de petites choses comme ça qui font que le site doit être maintenu et être pertinent toujours, quoi. Ok. Et tu t'es auto-formé, du coup, tu as fait comment pour monter en compétence là-dessus, toi? Les folies web, déjà. Ouais. Mais oui, je me suis auto-formée. Ouais, tout à fait. Après, j'avais une très grosse appétence pour le sujet et c'est un sujet qui me passionne maintenant, vraiment. Mais effectivement, je l'ai fait seule. Ok. Et ça t'a pris beaucoup de temps? Enfin, oui. Ouais, ça m'a pris du temps déjà pour justement avoir les bonnes bases et ensuite pour les mettre en pratique. Avec le recul, il y a sûrement des choses que j'aurais dû faire différemment, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. Ok. Très bien, très bien. Maxence, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais pour une petite entreprise pour améliorer la rapidité de son site? Si on parlait vraiment d'outils ou de comment faire pour améliorer la rapidité de son site. Alors, les outils Google sont très bien. On a d'abord Google PageSpeed Insight qui est très complet, alors je préfère le préciser tout de suite, donc ce sont des outils gratuits. En revanche, Google PageSpeed Insight, c'est assez technique, assez complexe, mais ça vous permet déjà en fait vous allez renseigner donc votre site internet et en fait il va vous donner des 4 notes en fonction de critères très définis, la technique, etc., etc.
Et après, vous aurez la possibilité, ça va vous donner des indications sur les étapes à suivre pour justement optimiser la vitesse de chargement de votre site. Donc ça, c'est le premier outil. Vous pouvez aussi, vous avez la Google Search Console qui vous donne des indicateurs. Donc pareil, toujours un outil gratuit de Google qui va vous donner tout un tas de statistiques intéressantes à prendre en compte. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, technique. Après, ce que je dis souvent aux étudiants que je forme, c'est de vraiment, le plus possible, essayer d'optimiser les images que vous allez importer dans votre site internet. Si vous avez une boutique, forcément, il y a beaucoup d'images. Donc forcément, tout ça, ça va alourdir le site internet. Donc c'est pour ça que moi, j'utilise, il y a différents types d'outils qui sont gratuits, qui vous permettent de compresser les images. Donc il y a par exemple TinyPNG, vous avez Imagify, vous avez aussi iLoveIMG, qui en fait, ce sont des outils en ligne. Moi, j'utilise iLoveIMG par exemple. Vous allez ajouter une image dedans, il va vous la compresser et ça va réduire drastiquement son poids. Donc ça va être bien optimisé pour le site internet et même pour le référencement naturel. Parce qu'en fait, quand vous allez travailler sur la vitesse de chargement de votre site internet, si un internaute arrive sur votre site internet, il est trop loin de se charger, il va partir. Ça, du coup, ça va augmenter ce qu'on appelle le taux de rebond. C'est le pourcentage de personnes qui n'ont vu qu'une seule page du site internet. Donc ça, forcément, si vous avez un gros taux de rebond, Google va se dire, OK, sur ce site internet-là, il y a un problème puisque les images sont trop lourdes et les gens partent tout de suite. Donc ça, du coup, il peut inclure ça comme des mauvais indicateurs et il peut du coup baisser en fait votre positionnement dans Google. Donc c'est pour ça que moi, ce que je recommande vraiment, c'est d'optimiser le plus possible son image et de faire en sorte qu'elle soit la plus légère possible. Si vous avez par exemple des images qui font 1 MO dans votre médiathèque, je vous invite vivement à les compresser, les optimiser, réduire leur taille pour qu'après elles soient beaucoup plus légères et qu'en fait elles se chargent plus rapidement. Voilà, ça c'est vraiment la recommandation la plus importante que j'aurai à donner pour améliorer la rapidité de son site. C'est vraiment travailler le plus possible ces images. Ouais, toi, Capucine, d'ailleurs, des images, je pense, pour une vitrine, pour un site marchand, tu dois en avoir pas mal. C'est des pratiques que tu as fait dès le début ou pas? Tu peux le dire, hein, je ne le fais pas. Même moi, sur le web, des fois, je m'aperçois. Je charge les images vite, mais ouais, du coup. Alors en fait, il y a déjà, juste pour rebondir sur ce que disait Maxence, donc moi j'utilise un petit peu certains de ces outils. Sur le PageSpeed Insight, vraiment pour les néophytes, moi je ne conseille pas de trop s'y attarder, sauf si vous avez vraiment des scores pourris. Mais il faut quand même, c'est hyper. En fait, si on rentre dans les descriptions, on se sent tout de suite démuni, on se dit oh là là, c'est un truc vraiment qui est très technique. Si votre note elle est acceptable, c'est déjà bien quoi. Si vous n'êtes pas sur des résultats médiocres, ne vous paralysez pas devant PageSpeed Insight parce que c'est vraiment très technique quoi. Donc ça c'est la première chose, je le dis parce que moi je me suis fait des sueurs froides devant à me dire mais qu'est-ce que c'est que le differ loading, etc. Alors après j'ai été sur des forums avec des, enfin bon voilà, c'est un peu trop technique, mais effectivement Google Search Console, la taille des images, ce genre de choses, ça sert beaucoup. Moi en fait comme je suis sur un CMS, il retaille les images a priori au standard. Alors, je sais que je ne suis pas au top du top, mais malgré tout, Google trouve que mon site il est rapide et performant. Donc je me suis pas frottée à Imagify ou ce genre de choses, quoi. Ouais, surtout que c'est toujours très dur sur des Google PageSpeed Insight d'avoir des bonnes notes. À chaque fois, vous avez l'impression d'avoir un style catastrophique. Mais bon, il faut regarder. Oui, voilà, si vous êtes à 70 par exemple, c'est pas nul, quoi. c'est ça que je veux dire. Non, puis juste pour rebondir sur ce que tu disais, Capucine, ne vous prenez pas la tête là-dessus, à n'en pas dormir, etc. En plus, c'est les informations qu'il va vous donner souvent, c'est des informations très techniques et très complexes qui demandent vraiment des grosses compétences pour vraiment. Ça va vous parler JavaScript, CSS, etc. Donc là, je pense que j'en ai perdu les 3 quarts, mais en gros, ça va plus vous embrouiller qu'autre chose. Donc,
c'est bien de savoir à peu près la note de son site, savoir si bon bah voilà, je suis bon dans mes résultats ou pas. Et après, en fonction, adapter, voir si en fait il va vous donner tous les indicateurs sur lesquels vous pouvez travailler et voir bah, ceux sur lesquels vous pourrez éventuellement faire des actions. Donc par exemple, bah, il va vous dire vos images sont trop lourdes. Bah, ça, vous pouvez vous dire ok, bon bah demain je me prends un temps et je vais optimiser le temps de chargement de mes images. Ouais, carrément. Très bonne astuce. Et d'ailleurs, si Capucine, je te pose la question, parce que si je compare Maxence, on va dire qu'il a l'habitude de faire des sites, qui en fait d'ailleurs quasiment tous les jours, hein, c'est son activité, c'est son métier. Toi, sur ton site internet, pour l'optimiser, par rapport à la technique, est-ce que tu as rencontré justement des difficultés techniques pour l'optimiser et comment tu les as surmontées? Voilà. Écoute, en soi, j'ai pas rencontré vraiment de difficultés techniques. Pour revenir à ce que je disais au début, je pense qu'il y a notamment des templates qui sont faits quand vous faites des sites internet, sauf si vous le faites faire par un pro, auquel cas la question ne se pose pas, mais qui sont faits. Donc le mieux, c'est quand même de ne pas tout tripatouiller, de tout bidouiller. Il faut rester sur quelque chose de très simple et généralement, ça marche. Moi, j'ai aussi pris le parti de ne pas mettre plein d'extensions à mon site. Il y a souvent, quelles que soient les plateformes que vous utilisez, on va pouvoir ajouter plein de petites extensions pour le SEO, pour les livraisons, pour, je sais pas, les relances clients, etc. Et en fait, très vite, vous arrivez à quelque chose qui peut être très chargé, à des choses qui sont contre-intuitives entre elles. Et donc voilà, donc ça c'est aussi un parti que j'ai pris aussi parce que j'avais pas envie que les données personnelles de mes clients aillent se balader non plus dans 20 extensions de mon site. Mais voilà, ça c'est quelque chose que je conseillerais aussi, de ne pas mettre trop d'extensions. Et puis toujours se poser la question si ce qu'on fait sur le site, il est utile en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, est-ce qu'il y a des pages qui servent à rien? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées? C'est-à-dire que de rester le plus sobre possible sur le site, ça aide à avoir un site aussi plus fluide et plus léger, quoi. Ok, très clair, ouais. C'est vrai que les petites extensions, on a tendance des fois à vouloir en mettre plein pour avoir des stats, etc. Puis après, c'est vrai que ça peut alourdir le site internet. Et Maxence, par rapport à l'évolution des algorithmes de Google en 2025, est-ce que toi, tu as remarqué des choses, ou tu aurais des choses à nous dire qui pourraient être justement importantes à prendre en compte? Là, je vais rebondir sur. Il y a deux choses qu'a dit Capucine que j'allais évoquer aussi. Donc, elle a parlé de tout ce qui est template, etc. Donc ça, effectivement, ça vous permet d'éviter de partir d'une feuille blanche. Mais ce que je conseille, c'est de pas jouer. Moi, j'aime bien dire ça à mes clients, de pas jouer aux apprentis sorciers et vouloir un petit peu tout bidouiller, tout casser, tout modifier, etc. Donc vraiment rester vigilant là-dessus. Et la deuxième chose très importante, comme tu as pu le souligner, Capucine, en ce qui concerne les extensions. Moi, je suis partisan vraiment quand je crée un site internet, d'en mettre le moins possible et de mettre, comme tu l'as très bien dit, seulement celles qui sont vraiment les plus, qui sont vitales pour le site internet. Donc, c'est une qui va me permettre d'optimiser mon référencement naturel, une qui va me permettre d'avoir des alertes s'il y a des personnes mal intentionnées qui se connectent sur mon site internet, etc. Donc, c'est vraiment des extensions qui sont primordiales et j'en ai à peu près. Allez, si j'ai une dizaine d'extensions sur mon site internet et sur ceux de mes clients, c'est le bout du monde. Donc, vraiment, les extensions, en plus, plus vous en aurez, plus potentiellement vous ouvrez de potentielles brèches à des personnes qui voudraient hacker votre site internet ou autre. Donc, c'est pour ça que je recommanderais de bien être vigilant là-dessus et d'utiliser des extensions qui sont connues, reconnues, bien notées et de ne pas tout utiliser, etc. Parce que ça, justement, ça va aussi grandement alourdir le temps de chargement de vos pages. Donc ça, voilà, je voulais rebondir là-dessus. Et après, pour moi, ce qui est fondamental vraiment dans un site internet, c'est vraiment son référencement naturel. Avoir un beau site internet qui se charge vite, qui est très rapide, super. Par contre, s'il est introuvable dans Google, concrètement, ça sert à rien. Donc l'objectif, c'est vraiment Moi, je travaille avec WordPress comme CMS pour créer les sites internet. Et il y a une extension gratuite qui s'appelle Yoast SEO, donc Y-O-A-S-T SEO. Donc, c'est une extension que vous allez télécharger et qui va s'installer à votre site internet. Et elle va vous donner tout un tas d'indicateurs pour vous aider dans le référencement naturel de vos pages. Ce sont des indicateurs rouge, orange, vert. Et ça vous donne
une indication sur comment est référencée votre page. Et là, donc, contrairement à Google PageSpeed Insight, ce sont des indicateurs qui sont très facilement compréhensibles et sur lesquels vous pouvez avoir la main dessus. Il va vous dire, bah voilà, votre mot-clé, il n'est pas assez présent dans votre texte. Votre métatitre et votre métadescription, ils sont trop courts ou ils sont trop longs. On vous considère de l'améliorer. La voix passive, la voix active, etc. Là, attention, il y a un paragraphe qui est trop long et qui mériterait d'être scindé par un titre pour un petit peu aérer tout ça. Donc en fait, c'est une extension qui est vraiment super, qui est vraiment vitale pour moi quand on veut faire un bon référencement naturel de son site internet. Ok, merci beaucoup. Et toi, Capucine, sur ton site et dans ton activité, est-ce que tu as justement rencontré aussi des difficultés ou comment tu as fait pour assurer à la fois un bon référencement, alors on en a pas mal parlé, mais surtout l'aspect sécurité de ton site. Comment tu le gères, ça? Alors, en fait, sur l'aspect sécurité, comme je disais tout à l'heure, je le gère pas vraiment, parce qu'en fait, moi, je suis sur un CMS qui suit des standards, donc de toute façon, j'ai pas une liberté totale. Donc, je te dis, mis à part ne pas mettre d'extension et d'être très vigilante sur où vont les données clients, parce que des fois on installe justement des extensions et on se rend pas compte que on les balance en même temps. Enfin, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc il faut être hyper vigilant en fait sur tous ces petits gadgets. Il y en a qui sont vraiment utiles, il y en a d'autres c'est des gadgets et en plus ils sont pas fiables du tout et ils mettent en danger la sécurisation des données, quoi. Oui, c'est vrai, ok. Merci beaucoup. Alors, on a quelques questions dans le chat sur, ça n'a rien à voir avec ce qu'on parle, mais sur l'hébergement, je vous le partage parce qu'on l'a justement, on fait une offre avec Hostinger. Je n'avais pas prévu de vous la partager, mais qui vous permet d'avoir moins 10% sur l'hébergement. Certains demandent justement quel type d'hébergeur ils veulent, donc je vous le mets tout de suite dans le chat, Hostinger, si ça intéresse certains, vous pouvez le faire avec ce lien, vous verrez, tout est expliqué, c'est avec le code promo FollyWeb. Voilà. Parenthèse refermée, le petit bon plan comme ça au passage pour ceux qui n'ont pas encore de site internet. Parfait, on a une troisième partie. Là, on va parler plus de convertir ses visiteurs en clients et les fidéliser durablement. Alors, on parle à la fois de sites marchands et de sites non marchands, parce que l'objectif d'un site, c'est quand même d'être un peu votre commercial et de vous faire rayonner justement là-dessus. Question très classique, un peu. Alors on pourrait en parler pendant des heures, ça pourrait même être le sujet d'un webinaire. Mais Maxence, Capucine, si tu veux réagir là-dessus. Mais Maxence, quelles sont selon toi les étapes essentielles pour transformer un visiteur en client, justement? Déjà, je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure à propos des appels à l'action. Donc, c'est plutôt d'opter pour ce qu'on appelle nous, des call to value, les CTV plutôt que les CTA. Déjà, c'est vraiment super important parce que ça va permettre de guider en fait l'internaute sur votre site internet. Il faut savoir qu'il est de plus en plus feignant et que s'il ne trouve pas l'information très rapidement, comme je l'évoquais tout à l'heure, il partira et il ne verra pas la suite de votre site internet. Donc, c'est vraiment ne jamais le laisser sans choix. Toujours lui proposer une page à consulter, un lien vers un numéro de téléphone, un formulaire de contact, etc. Bref, ne jamais le laisser face à un mur, en fait, où là, il n'a pas d'autre solution que de faire un retour en arrière. Ça, c'est la première chose que je recommanderais. Ensuite, quand on a une boutique en ligne, c'est intéressant de proposer des garanties. Donc, ça peut être des retours qui soient facilités, une politique de satisfait ou remboursé. Bon, bien sûr, ça dépend des secteurs d'activité. Mais ça, c'est bien pour rassurer l'internaute. Ce que j'aime bien aussi utiliser, c'est le marketing par email pour en fait relancer les paniers abandonnés. Donc là, c'est pareil, c'est un très vaste sujet, mais vous avez la possibilité avec des outils je pense que Capucine pourra en témoigner, mais les gens qui ajoutent des articles à votre panier et puis qui quittent le site internet pour une raison X ou Y, vous leur envoyez un mail automatiquement pour leur dire t'as oublié cet article-là dans ton panier, retourne-y. Ça peut être intéressant. Là, ça fonctionne très bien aussi pour que ce soit un site vitrine ou un site marchand
c'est toujours d'ajouter des avis clients authentiques, vraiment pour établir la confiance avec les visiteurs qui viennent sur votre site internet. Et aussi, ce que j'aime bien dire, c'est d'essayer dans la mesure du possible, vraiment de se différencier de la concurrence, d'avoir un truc en plus qui fait qu'on va plutôt vous confier une mission à vous plutôt qu'à une autre personne. Ça, voilà, c'est à peu près les cinq idées que je recommanderais pour transformer un visiteur en client. Ok. Très bien, c'est clair. Et c'est vrai que ça pourrait, alors merci de l'avoir résumé, parce que c'est vrai que ça pourrait être un webinaire complet, hein, tant c'est énorme. Toi, Capucine, c'est aussi, c'est c'est l'un des objectifs principaux de ton site internet. Mais comment tu fais pour fidéliser tes clients en ligne? Est-ce que tu utilises des outils particuliers, ou est-ce que tu as des actions particulières, ou est-ce que tu as des choses que tu fais pas encore, faute de temps, faute d'énergie, de moyens que tu aimerais faire? Déjà, tout ce que dit Maxence, moi je dis amen, tout à fait, c'est ça. C'est hyper important. La preuve sociale, avoir des avis clients, des bonnes notations, mais pas que sur le site, hein, avoir une petite fiche Google Business qui est adossée au site avec des bons avis clients, c'est hyper important. Pour nous, par exemple, on a aussi on laisse transparaître sur le site qu'on est très facilement joignable et qu'on répond très facilement aux questions. On a beaucoup de clients qui vont nous envoyer des mails, qui vont nous écrire sur Insta, qui vont nous appeler à la boutique quand ils sont perdus sur un choix. Donc, on met en avant le côté humain. Et donc, du coup, on convertit aussi pas mal de ventes du site grâce aux mails, aux messages privés, aux appels à la boutique. Donc, voilà, ça, c'est important. Nous, on a rajouté aussi à l'étape du panier un petit message. On dit, si vous voulez un papier cadeau, nous laisser un mot, nous donner une préférence, etc., c'est ici. Donc, c'est pareil, le côté, il y a des humains derrière l'écran, on s'occupe de vous derrière, etc. Ça rassure. Les paniers abandonnés, les emails du panier abandonné, nous, on en rattrape beaucoup comme ça. Et pareil, sur le petit mail, on ne prend pas le mail type, on va le personnaliser pour être vraiment dans un ton qui correspond au site et à ce qu'on vend et à nos valeurs, etc. Mais nous, voilà, tout ça, c'est des choses que nous met en place et qui sont payantes. Après, cette année, nous, c'est la newsletter, le gros chantier. Parce que pour le coup, on a beaucoup de clients qui se sont inscrits pour recevoir notre newsletter, mais nous n'avons jamais envoyé une newsletter de notre courte vie de site internet. Donc en fait, ça c'est vraiment notre chantier principal pour 2025. Ok. Et si vous voulez d'ailleurs aller sur le site lamiocherie.fr et vous inscrire, comme ça on vérifiera si Capucine et Tony ont fait leur travail en 2025. On a écrit la newsletter très très rare. Hein. Vous verrez si vous voulez vous inscrire, parce que on vous promet, c'est pas du spam. Hein. Et quand tu parlais des paniers abandonnés, là, tous ces mails qu'on appelle un peu marketing automation, marketing automatique, ouais. C'est facile à mettre en place, c'est des trucs c'est des outils. Comment tu peux le mettre en place? Alors, donc moi, encore une fois, je suis sur le CMS Shopify. Donc, il y a une solution qui est intégrée pour les paniers abandonnés. Après, nous, on est plutôt dans la mesure par rapport aux envois d'emails. Donc, on fait une relance pour les paniers abandonnés uniquement. Mais après, on peut en faire à l'arrêt du paiement, si quelqu'un a consulté des articles plusieurs fois. Donc voilà, nous c'est automatisé dans Shopify, c'est des séquences. Par contre, effectivement, il faut fouiller un petit peu et faire en sorte de trouver les séquences les plus adaptées à ses prospects et à ses cibles, quoi. Oui. Et Maxence, c'est un truc qui peut se mettre sur n'importe quel CMS, ça, ou c'est spécifique? Ouais, Non, c'est pas spécifique. Là, dans le cadre de WordPress, c'est pas directement intégré, mais après, on a la possibilité. C'est pas propre à Shopify, ça. Ok. Non, ça peut être fait partout, oui, bien sûr. Parfait. Et Maxence, du coup, quelles erreurs, justement, parce qu'on parle souvent des bonnes pratiques, mais quelles erreurs tu vois, par exemple, dans les stratégies de conversion et comment les éviter? Dire par rapport à tout ce qu'on a dit, quelles sont les choses à pas faire? Voilà. Là, je vais rester là-dessus, hein, mais ce sont des pages qui vont être trop chargées, qui vont mettre du temps à arriver, qui vont distraire l'utilisateur. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment de faire en sorte de simplifier le design, vraiment faire en sorte que la page soit la plus légère et la plus fluide possible.
Après, c'est par exemple des formulaires qui vont être beaucoup trop longs. Ça, pareil, en fait, on en revient toujours à la même chose, être le plus rapide possible. Donc, en fait, si vous avez un formulaire qui est trop long, où l'internaute il va mettre 10 minutes pour le remplir parce que vous lui demandez absolument tout sur lui, au bout d'un moment, ça va le fatiguer et il va partir, sauf si vraiment il est intéressé dans votre produit, mais dans la majorité des cas, si c'est trop long, il va dire « Oh, c'est bon, ça me fatigue de devoir remplir tout ça, pourquoi ils ont besoin de ces informations-là? Je pars, je vais voir ailleurs. » Donc là, vraiment, pour les formulaires, c'est de ne demander que les informations qui vont être les plus essentielles pour vous dans cette collecte de données. Et après, je vais revenir aussi sur le mobile, vraiment d'optimiser pour le plus possible la version mobile de votre site internet pour que ce soit facilement, qu'on puisse, je sais pas, par exemple, s'inscrire facilement à un webinaire, télécharger un livre blanc, etc. Que vraiment ce soit le plus simple possible sur téléphone. Et tout à l'heure, par rapport à la remarque, il disait que c'était déjà depuis longtemps qu'il y avait plus de trafic sur mobile que sur ordinateur. Effectivement, j'avais le même exemple que toi en tête, Alexandre. Ça dépend vraiment du secteur d'activité. Mais là, en même temps, je regardais mon site internet. J'ai regardé sur les 12 derniers mois. Donc moi, quand même, on va dire que le trafic sur mobile sur mon site internet, a priori, ça pourrait être intéressant puisque je crée des sites internet, je fais du référencement naturel. Donc, c'est des informations statiques qu'on peut très bien consulter sur mobile et sur ordinateur. Figurez-vous que là, sur les 12 derniers mois, j'ai 70% de mon trafic qui vient sur ordinateur et 30% qui vient sur mobile. Donc, ça prouve bien que ça dépend en fait vraiment des secteurs d'activité, du site internet, des habitudes des habitudes des gens en fait. Mais voilà, c'était pour revenir sur le petit exemple de tout à l'heure. Et après, en erreur fréquente dans les autres stratégies de conversion, j'aime beaucoup ce que disait Capucine sur le fait de personnaliser le plus possible les messages. L'internaute, il a vraiment le sentiment qu'on s'adresse à lui, et ça, du coup, il est beaucoup plus sensible à ça que si vous êtes une entreprise qui communique de manière très, très générique, sans personnalisation. Ça, justement, ça peut vous défavoriser. Ok, ouais. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est quelque chose que vous avez souvent dit tous les deux et qui est vrai, mais c'est alléger les pages, faire en sorte qu'il y ait un besoin par page. Et on parle souvent de règle d'or. Là, je vous remets la slide. C'est une page, un mot-clé. Et d'ailleurs, des fois, on met même une idée. C'est-à-dire que ne vous perdez pas dans vos pages. Vraiment, soyez le plus direct possible et allez à l'essentiel. Et c'est vrai que c'est ce qui fait un bon site web. Et nous, du coup, Capucine nous a dit qu'il a remporté le prix des Folies Web Awards. Ce qui nous a plu aussi, c'est qu'il y avait aussi un ton, une ambiance, une atmosphère particulière sur le site web qu'on retrouve particulièrement et qui doit transpirer de votre activité, de vous-même, de votre personne. N'essayez pas de vous inventer un style ou un effet. C'est ce que tu disais, Maxence, c'est vrai. Voilà, d'avoir vraiment son ADN qui est propre à son site et de parler aux gens. Ouais, super. Je vois qu'on a un peu débordé, parce qu'on a beaucoup parlé. Et du coup, je vais conclure en vous posant une question un peu à tous les deux. Mais si vous deviez donner un conseil pour que votre site, on va dire, soit un levier de croissance en 2025, qu'est-ce que vous diriez? Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà dit, hein, je ne vous demande pas de le réinventer. Mais Maxence, du coup, un conseil ou deux ou trois, mais voilà, rapidement. 2, 3, 10. 10. Un, ça va être dur. Je ne te cache pas que ça va être difficile. Non, moi, j'en ai un si tu veux. Hein. moi, je suis mauvais élève, je vais t'en donner 3. C'est vraiment de traiter le site comme vraiment une vitrine vivante en actualisant régulièrement vos contenus, vos pages, etc. Deuxième chose, ça va être de s'appuyer sur les données analytiques que vous allez récolter. Donc, par exemple, pour avoir les statistiques de visite sur son site internet, on peut utiliser Google Analytics. Donc, à partir de ça, vous allez voir, par exemple, quelles sont les pages les plus consultées de votre site internet. Et justement, ça va vous permettre d'ajuster celles qui sont un petit peu à la traîne. Et aussi, c'est de penser plutôt à long terme et vraiment de partir avec un site internet qui soit plutôt béton pour justement avoir un site de qualité qui tient la route, bien sécurisé, bien optimisé pour le référencement naturel, etc. Ok, très bien. Voilà. Et toi, Capucine, du coup? Non, moi je dirais que c'est vraiment d'essayer d'être, et je pense que ça répond à beaucoup de questions aussi qu'on peut se poser quand on est entrepreneur, c'est d'essayer d'être le plus cohérent possible en fait.
partout sur votre site. C'est avec ce que vous vendez, avec ce que vous êtes, avec vos valeurs, mais en fait d'être dans la cohérence, et parce que en fait le client le ressent vraiment. Et voilà, donc c'est mon conseil, essayez d'être le plus cohérent avec ce que vous êtes. C'est très bien, non, mais c'est vrai, c'est ce qui se transpire sur ton site. Et vas-y, Maxence. J'ai justement un dernier truc qui me vient là par rapport à Capucine, c'est ce que je dis toujours, c'est déjà le fait d'être authentique, etc. Ça, c'est très vrai. Mais surtout, le site internet va venir en complément de vous. C'est-à-dire que faut pas créer son site, dire OK, c'est bon, mon site internet il est fait, j'ai plus rien à faire, les clients vont venir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Votre site internet va venir en appui de vous, de qui vous êtes, de votre activité, de ce que vous faites. Donc si vous êtes bon, eh ben, vous aurez des bons résultats. Enfin, c'est aussi simple que ça. Voilà. Dernier petit conseil. Ok, très bien, très très clair. Bah, merci tous les deux. Vous verrez, on vous a mis un peu tout ce qu'on a résumé, mais voilà les 5 piliers à bien respecter pour le site internet. On va passer à la partie questions. Avant de passer à la partie questions, je vous partage dans le chat plusieurs liens. Le premier, vous allez le recevoir, c'est les offres de nos partenaires qui nous ont permis justement de mettre en place ces webinaires Folly Days. Vous verrez, je vous mets dans le chat des liens sur leurs différentes offres. Ça va être des offres que vous allez pouvoir récupérer pour vous aider à vous lancer sur le domaine du numérique. Capucine, Maxence, si en attendant que je fais cette petite conclusion, vous souhaitez partager vos liens respectifs sur vos sites internet, votre activité, n'hésitez pas à le faire. C'est avec grand plaisir. Du coup, on va passer à la partie questions. Juste avant de passer à la partie questions, je vous mets dans le chat et vous allez la voir également l'enquête de satisfaction qui va vous permettre de vous donner, d'aller nous dire ce que vous avez pensé du webinaire. N'hésitez pas à nous faire tous vos retours. C'est toujours important de savoir comment ça s'est passé pour vous. Et dans cette enquête de satisfaction, vous allez pouvoir justement récupérer en téléchargement sous 24 heures. Il va vous être envoyé le support que vous avez vu afficher avec justement tous les différents outils et l'intégralité justement de la présentation. Vous avez aussi un accès à la ressourcerie FollyWeb que je vous remets également dans le chat avec le lien notamment avec Hostinger, mais pas que, tous les bons plans FollyWeb et notamment la fameuse ressourcerie avec des liens gratuits. Hop, c'est remis dans le chat directement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions avant qu'on switch là-dessus. Et dans l'enquête de satisfaction aussi, très important, vous pouvez demander à être remis en contact avec Maxence pour aller plus loin dans la conversation et voir si vous voulez travailler avec lui. Maxence a aussi mis une offre, je crois, par rapport à... voilà, il l'a mis super, il l'a mieux fait que moi là, sur son accompagnement. Donc top Maxence, n'hésitez pas à le recontacter là-dessus. Pour aller un peu plus loin aussi, je vous partage très rapidement un bon plan FollyWeb pour que vous voyez affiché à l'écran. C'est si vous souhaitez aller plus loin et mettre en place des actions concrètes et rapides pour votre projet. On a mis en place justement des formations avec un programme qui s'appelle Tous en ligne maintenant. Donc ça, si vous avez une entreprise qui a plus de 2 ans d'existence et qui réalise un CA de moins 15 000 €, et vous allez pouvoir bénéficier justement d'un accompagnement financier. Donc, vous n'aurez même pas besoin d'avancer de frais là-dessus. Et je vous mets le lien dans le chat également. Ce programme, vous remplissez le questionnaire et il va vous permettre justement d'avoir un accompagnement. Vous avez une formation justement sur le site internet qui est proposée. Et si vous n'avez pas encore ces critères c'est-à-dire plus de 2 ans et 15 000 € de chiffre d'affaires, donc si vous n'avez pas les critères d'éligibilité, on propose également les formations FollyWeb à partir de 300 €. C'est quand même des bons tarifs pour des formations et surtout, on garde cet ADN FollyWeb, on garde tout ce que vous allez retrouver, mais en allant un peu plus loin et de manière à la fois en groupe ou en individuel. On a même une formation éligible CPF si vous voulez aller voir dessus directement. Voilà pour la partie, on va dire, webinaire. On a un peu dépassé, mais ça va être important de bien passer à la partie questions. Donc, je switch sur la partie questions. Et on a des questions qui ont eu pas mal de votes. Donc, je commence par une question de Blandine. Maxence, Capucine, vous la prenez selon votre appétence. Je vous laisse le bâton de parole comme vous le souhaitez. Comment faire pour mettre à jour régulièrement un site web de service? Doit-on changer le texte régulièrement ou le contenu? Ajouter des pages? Ouais, là, c'est un site web de service, doit-on changer de texte régulièrement, de contenu? Ouais, ça c'est intéressant
je sais pas, un blog, c'est un excellent moyen pour justement actualiser son site internet, de montrer son expertise, de faire valoir ce qu'on sait faire. Donc ça peut être bien. En fait, il faut montrer tout simplement à Google que votre site il est vivant, pas juste vous l'avez mis en ligne. Après, vous n'êtes pas revenu dessus. Alors après, pas de panique. Hein. C'est pas parce que je vous demande pas de mettre à jour votre site tous les jours parce que sinon vous allez être désindexé de Google, mais juste de le mettre à jour en changeant les textes, si par exemple il y a des services que vous proposez en plus, les ajouter, que si il y a un service que vous souhaitez plus partager, que vous ne souhaitez plus faire, justement vous le retirez sur votre site internet. Enfin, en gros, faire en sorte que le site internet soit vivant. Voilà. Ok. Oui, moi je conseille vivement le blog aussi. Nous, on a vraiment vu une différence à partir du moment où il l'a mis en place, hein, en termes de visite du site, de nombre de visiteurs, de qualification aussi des visiteurs. Le blog, c'est super. Et aussi, oui, un truc tout bête sur la page d'accueil, nous, avant, on avait écrit Hello les bébés 2024. Là, c'est Bonjour les bébés 2025. C'est aussi pour rassurer le client et savoir que le site, il est vivant et que ça fait 3 ans qu'il est enveloppé dans de la petite naphtaline et qui ne bouge pas, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai j'ai vu que c'était déjà en 2025. Je me suis demandé si c'était automatique, mais non, c'est cool. Là, c'est moi. C'est l'automatisation de la miocherie, ouais. Une bonne question. Est-ce que le SEO va être impacté par l'IA et dans quelle mesure? Compliqué de répondre à ça. Alors là, ça dépend ce qu'on entend dans le SEO. Si c'est dans la rédaction des balises, effectivement, vous pouvez vous aider de l'intelligence artificielle pour rédiger vos balises. Après, en ce qui concerne la rédaction des contenus, c'est encore un peu trop tôt. Donc là, je me jetterai pas à l'eau, mais avec l'intelligence artificielle, faites très attention, surtout si vous rédigez des textes. Moi, ce que je dis toujours avec l'IA, c'est de s'en servir vraiment comme d'un outil. Par exemple, si vous souhaitez rédiger le texte d'une de vos pages, de lui indiquer les éléments qui vous semblent pertinents. Il va vous donner tout un tas et après de contenu. Et après, c'est vous qui allez l'adapter en fonction de votre ton, de votre manière de communiquer, pour qu'on en revienne à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'en fait, le texte vienne vraiment de vous et que ce soit votre manière de vous exprimer. Donc après, est-ce que le SEO va être impacté par l'IA? Oui, l'IA, depuis 2 ans maintenant, c'est en train vraiment d'exploser. On a de plus en plus d'outils qui existent, etc. D'ailleurs, il y a un excellent outil qui s'appelle Doki pour vous aider dans votre rédaction d'articles. Donc, c'est un outil qui est payant, mais c'est un excellent outil que je vous recommande vivement. Ok. Merci beaucoup. Merci. Autre question qui a été posée par Katia. Y a-t-il un délai recommandé pour renouveler le contenu d'un site internet? Ça rebondit un peu sur ce que tu disais, Capucine. C'est un peu. Je pense pas qu'il y ait. Enfin, répondez, pardon. C'est pas à moi de répondre. Alors après, moi je pense qu'il n'y a pas forcément, il n'y a pas de règle. C'est pas genre tous les 1 mois ou tous les 2 mois, il faut renouveler. Après, il faut juste rester à jour sur son activité, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on propose. On évolue tout le temps en tant qu'entrepreneur, donc il faut aussi qu'on voit ces évolutions. Et après, encore une fois, le blog, moi je trouve que c'est vraiment un super outil pour être justement à jour et pour suivre le cheminement de son activité, quoi. Ok. Très bien. Merci. Question d'Élodie. On mentionne souvent que la vidéo doit prendre de plus en plus de place sur les sites internet pour capter l'attention. Comment les intégrer? Oui, alors effectivement, ajouter une vidéo sur un site internet, c'est assez recommandé c'est assez recommandé oui et non, parce que visuellement, c'est très sympa. Après, en revanche, il faut plutôt passer, je dirais, par des applications externes plutôt que d'intégrer directement la vidéo dans le site internet, puisque forcément, une vidéo, c'est très lourd. Donc ça peut impacter le chargement de vos pages. Donc, ce que je recommande quand, par exemple, je veux intégrer une vidéo, c'est de l'ajouter à YouTube, par exemple. Vous la mettez alors j'ai plus le nom exact, mais en gros, c'est un non répertorié, je crois, pour que justement, elle soit pas accessible par tout le monde. Et après, vous copiez-collez, en fait, ça va vous générer une petite série de
une petite série de une dizaine de lettres à peu près, et ça, de le copier, de le coller directement dans votre site internet. Donc là, en fait, vous allez proposer d'intégrer directement la vidéo au site internet. Exact. Ouais. Tu en as un peu de vidéos, Capucine, sur ton site ou pas du tout? Alors en fait, on en a notamment sur les jeux de société ou pour les règles du jeu, les choses comme ça, mais que c'est pas nous qui les produisons en fait. Donc en termes de référencement, c'est pas fou. Après, dans les vidéos, en fait, nous on les fait plus sur les réseaux sociaux qui vont après nous amener, amener les personnes sur le site. Mais on va dire que notre production en vidéo, ça va plutôt être sur Instagram. Que sur le site. Après, effectivement, je pense que si on produit soi-même de la vidéo et du contenu, c'est hyper intéressant effectivement de pouvoir le mettre sur le site. Et effectivement, moi, celle qu'on a, on embed un lien YouTube et effectivement, c'est ça, comme ça charge pas le site. Ouais. Ok. Top, top, top. Question de Manon. Le WebP, donc c'est un format d'image, est-il vraiment mieux que le JPEG PNG compressé? Oui, le WebP, c'est un format, alors pour préciser, c'est un format d'image comparé à un JPEG ou un PNG. Oui, c'est une bonne chose puisque le WebP, c'est beaucoup plus léger. Moi, je sais que je suis encore un peu à l'ancienne, je préfère travailler avec du PNG, mais le WebP, c'est un très bon outil, c'est un très bon format pour quand vous ajoutez vos images puisque c'est très très léger, du coup, ça se charge très rapidement. Ok. Ouais, nous, c'est ce qu'on a sur le site. Hein. Elles sont toutes en WebP. Bah, top. Et pour les créer, justement, pour les personnes qui ne sauraient pas comment le faire, des outils comme TinyPNG ou Imagify que vous avez partagé tout à l'heure sont adaptés? Oui, alors oui, après, vous tapez juste compresser, convertir image en tel format, effectivement, ça fonctionne très bien aussi. C'est vrai qu'il y a plein d'outils en ligne qui vous permettent Ouais. de faire ça. Ouais. Donc, pas besoin de logiciel. Okay. Merci beaucoup. Elodie qui nous demande, est-ce que vous pouvez donner des exemples de CTV? C'était Maxence tout à l'heure, tu nous en avais donné quelques-uns. Ouais, c'était par exemple, plutôt que de dire juste en savoir plus, ou là c'est vraiment ajouter la valeur la valeur qu'aura l'internaute qui va cliquer dessus. Donc c'est si par exemple vous êtes, je sais pas, coach sportif, Oui. plutôt que de mettre en savoir plus sur mon programme, et ben c'est je prends ma résolution de 2025, je commence ma perte ou ma prise de masse, etc. Mais c'est vraiment plutôt, en fait, ouais, c'est ça, c'est vraiment d'ajouter la valeur en plus de l'action qu'il y a derrière. Ouais, nous, on en a quelques-uns sur le site hein, aussi. Par exemple, pour les promos, au lieu d'écrire j'y vais, on a écrit par ici les super promos. Ou, voilà, on personnalise aussi tous les petits boutons d'action, effectivement, pour arriver à avoir un ton un peu décalé et à pas être un site comme tous les autres. Quoi. Ok. Ok. Une question d'Elodie qui pose. Alors peut-être que Capucine, tu as un avis là-dessus, parce que vu que tu utilises Shopify, on m'a dit qu'avec Shopify, on ne possède pas le site web et que cela peut être plus risqué qu'un WordPress, par exemple. Qu'en pensez-vous? Non, en fait, je pense que c'est plus une question. Alors, en gros, c'est l'argument quand on développe, là, je sais pas comment vous le dire simplement. Sur Shopify, non, on n'est pas vraiment propriétaire de son site puisque en fait, on est propriétaire que de son contenu, on va dire, de ce que vous avez écrit dedans, de toutes les données que vous y mettez. Mais le site en lui-même, il est sur une plateforme. Si la plateforme disparaît demain, votre site disparaît aussi. Si c'est ça la question. Alors qu'effectivement, sur WordPress, vous avez votre site, votre hébergement. Mais après, je pense pas que. Je pense que Maxence pourra mieux répondre à cette question. Alors moi, c'est vrai que je sais que Shopify c'est très bien, c'est une bonne plateforme pour créer des boutiques en ligne. Moi, je travaille plutôt avec WooCommerce. WooCommerce, c'est une extension en fait de WordPress qu'on va venir ajouter pour en fait créer sa boutique directement depuis WordPress. Mais là, c'est ce que tu disais. Shopify, je connais juste de noms. Je n'ai jamais pratiqué. Mais WooCommerce, en fait, pour l'installer, effectivement, il faut en fait tout ce qu'il faut pour créer un site internet. Donc, un nom de domaine, donc c'est une adresse de site web et un hébergement. Et à partir de ça, vous allez créer votre boutique en ligne. Voilà. Donc, en fait, à partir du moment où vous avez votre hébergement et votre nom de domaine, le site, entre guillemets, est à vous.
Et après, vous pouvez le personnaliser comme bon vous semble. Ok. Mais c'est un peu, enfin, Shopify, pour une analogie, c'est un peu comme, enfin, comment dire, ça reste votre site web, mais effectivement, si Shopify disparaît, mais de la même façon que si WordPress disparaît. Si Google disparaît. Donc en soi, c'est pas comme si on allait vous le retirer demain, mais si vous arrêtez de payer votre abonnement Shopify, là, ça peut devenir compliqué. Ok. Ok. Et ben, je vais prendre une dernière question pour conclure. Question de Ewan, si je le prononce bien. Bonjour, est-ce qu'il y a un délai moyen pour commencer à voir les résultats de sa stratégie SEO? Non, désolé. Non, il n'y a pas de. Justement, on me pose souvent cette question et j'ai pas de. J'ai aucune. Si vous êtes par exemple sur un. Alors ça peut dépendre aussi de la concurrence, mais si vous êtes sur un secteur absolument pas concurrentiel où vous avez un monopole, bah là vous allez être visible dessus très rapidement. En revanche, si vous êtes sur un secteur où il y a énormément de concurrence dessus, bah là ça va être plutôt compliqué de voir les résultats immédiatement. Mais là, j'ai pas de, je saurais pas vous dire au bout de X temps, ça va être comme ça. Là, je vous dis, ça peut être à partir de plusieurs semaines jusqu'à plusieurs mois pour commencer à voir les résultats de sa stratégie SEO. Ok. Ouais. Nous, on l'a vu assez rapidement à partir du moment, notamment où on a commencé le blog. Par exemple, on a eu des résultats assez rapides. Et au bout d'un an, on voit vraiment le chemin parcouru en termes de stats. Ouais. C'est vrai que c'est toujours la question. C'est vrai que c'est une question, mais ça va dépendre de beaucoup de critères. Donc, il faut être patient. Il faut être patient sur le SEO. Ok, et ben écoutez, merci beaucoup Maxence, merci beaucoup Capucine pour votre temps, pour toutes ces précisions. C'était très sympa d'organiser ce webinaire avec vous. Vous étiez très bons intervenants et du coup, on verra ce que nous dira le chat et les enquêtes de satisfaction. Hop, je vous la remets d'ailleurs dans le chat. Mais merci pour votre temps, merci beaucoup. Merci aussi. Et ben merci à tous. Merci pour l'invitation. Merci aux participants d'être venus. On se dit à très bientôt sur un événement Folly Web et n'hésitez pas aussi à bien répondre à l'enquête de SAT pour, par exemple, rester en contact avec Maxence. Et puis, je fais sa promo pour Capucine. Allez voir son site lesmeucheries.fr. Oui, je l'ai mis dans le chat, le site, si vous voulez aller le voir et donner des ailes au Made in France. Voilà, c'est ça. Et inscrivez-vous à cette newsletter pour qu'elle ait un peu plus de pression pour la 2025. La shoot en janvier, ma newsletter, c'est sûr. Avec plaisir. Merci tout le monde. Demain, il y a un autre webinaire Folly Days. N'hésitez pas à vous y inscrire si besoin. Vous avez le replay qui commence dans quelques minutes dès la fin de ce webinaire. Et on se dit à très bientôt. Salut tout le monde. À bientôt. Ciao. Salut, merci.